Premièrement, je crois que c'est important de le rendre visible puis de remettre de l'avant l'importance sociale de ce travail-là. Euh, il y a eu vraiment une tendance historique à la dévalorisation de ce travail invisible-là. Euh, Puis même dans le parcours de l'émancipation des femmes, à mesure que les femmes ont intégré le marché de l'emploi, ben, elles se sont progressivement déchargées de ce travail invisible-là pour souvent le déléguer à d'autres femmes moins privilégiées, justement. Mais je pense qu'il ne faut pas voir le travail invisible comme étant quelque chose d'important. Le travail invisible de reproduction est à la base du fonctionnement de la société. Donc, premièrement, je crois que c'est important de le revaloriser, de remettre de l'avant son importance et son utilité pour la société pour que finalement tout le monde le prenne en charge, que ce ne soit pas uniquement des femmes ou des personnes moins privilégiées qui le prennent en charge, mais que vraiment ce soit vu comme, ben, à travers la dimension sociale et collective, et que toute son importance finalement soit mise en valeur. Puis deuxièmement, je crois que c'est important de montrer la continuité du travail invisible à travers différents enjeux. C'est-à-dire que généralement, on va prendre comme des thèmes séparés, si on veut, le travail ménager qui est fait à la maison, le travail dans les services, le travail non rémunéré des stagiaires. Mais le travail invisible, ça forme un continuum de gestes et de comportements, d'aptitudes qui sont entendus généralement des femmes dans l'ensemble des sphères de la société. Donc, il faut voir comment ces rapports-là liés au travail invisible se manifestent ben, à la fois à la maison, dans l'éducation, à l'école, dans les sphères d'emploi, dans la sphère familiale élargie. Donc, quand on vient réfléchir à certains enjeux comme la charge mentale, comme la proche aidance, euh, comme le travail des éducatrices à la petite enfance, ben, il faut prendre tout ce travail féminin-là invisible comme vraiment un continuum. Puis conséquemment, il faut envisager des mobilisations qui permettent de tisser des liens de solidarité entre ces différentes formes de travail-là. Je prends par exemple la grève qui avait eu lieu dans les centres de la petite enfance l'été dernier. Ben, on voyait des commentaires de parents qui accusaient les éducatrices finalement de pénaliser leur propre emploi, en fait l'emploi des parents, parce qu'elles cessaient de s'occuper des enfants. Quand il y a des grèves d'enseignantes, les parents vont accuser les enfants les parents vont accuser les enseignantes de prendre les enfants en otage, mais je crois qu'il faudrait plutôt, dans ces cas-là, envisager d'autres formes de solidarité. Par exemple, comment les parents pourraient s'occuper des enfants euh, à tour de rôle pour que finalement les enseignantes ou les éducatrices puissent mener leur grève. Comment ils pourraient mieux supporter les revendications de ces travailleuses-là pour qu'elles obtiennent gain de cause. Donc, on a tendance un peu à lutter chacun pour soi. C'est du cas par cas en matière de prise en charge du travail invisible, mais je crois qu'il est temps de retisser des liens de solidarité en toutes les formes de travail.